Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et on se retrouve après un an. Le dernier Café Rolliste, c'était en juin l'an dernier qu'on avait fait l'édition précédente. Donc qu'est-ce que le Café Rolliste? Eh bien c'est simple, hein, j'invite mes copains pour discuter des jeux qui leur plaisent en ce moment. Et donc le format va être le suivant, ils vont avoir le droit à une seule phrase pour présenter un jeu. Et ensuite, ils vont devoir répondre à nos questions diverses et variées pendant une vingtaine de minutes avant qu'on passe au suivant. Et donc ce soir, qui sont donc mes copains, mes spécialistes, mes rôlistes, mes experts? J'ai bien sûr, on le reconnaît tous, Monsieur Filou, incroyable, unique, figure de proue du jeu de rôle français. Ensuite, on a bien sûr Monsieur la Minute Rôliste, Pierre. Salut tout le monde. Et finalement, un barbu. Bonjour. J'ai eu les lumières, je me suis dit que c'était sympa ici. Et un deuxième barbu. Je suis là parce que ça manquait de barbu. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais on a un beau quota barbe-moustache, je trouve. De manière générale, dans le monde holistique, je trouve que c'est plutôt une constante. C'est parti. Du coup, le jeu, c'est présenter un jeu en une phrase, c'est ça? T'as une phrase courte, hein, on connaît ta verbe. D'accord. La minute rôliste, c'est pas pour rien qu'elle fait 10 minutes. Mais donc voilà, t'as une phrase pour présenter un jeu, et à partir de là, nous, on va te poser des questions sur ce dernier, et puis ça sera l'occasion de creuser un peu plus, bien sûr. Et bah du coup, ce soir, je vais vous présenter Super Bâton RPG. C'est un jeu de rôle où on joue des bonhommes bâtons. Et c'est bien. C'est qui fait ce jeu? Un certain Guillaume Janté. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, vous avez peut-être vu mon excellente vidéo de présentation sur le jeu de rôle Nuit, un jeu qui se joue dans la nuit noire, sans fiche perso et sans dés. C'est le mec qui a fait Conan et Sonia contre les ninjas. Il a fait quoi d'autre? Le mec a fait plein de jeux. Je vous invite à regarder Ouais, je crois son que c'est celui Itch.io. qui a fait Deux Mauvais Rêves. Enfin, il a fait beaucoup d'excellents jeux en termes de qualité, bien sûr. Voilà. Et franchement, le mec est ultra quali sur tous ses jeux, dont sur Super Buffer RPG. Sachant que ce jeu est illustré par Freux. Et en termes de dessin, sincèrement, Olivier Akesan Filippo retourne prendre des cours. Non, c'est une blague. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui a une patte graphique très marquée. Est-ce que... bon, je pense que c'est dans le titre, hein, de toute façon. Est-ce que, du coup, ça a un impact en termes de gameplay, le bonhomme bâtonnisme? Et ben complètement. Et ce pour plusieurs raisons. C'est au niveau carrément de ses mécaniques. Premièrement, quand on prend des blessures, ben on va pas avoir des points de vie qu'on va rayer. On va dessiner sa potence jusqu'à être pendu. Enfin, ça c'est dans la version standard du jeu. Dans le Super Bâton RPG Noël, bah en fait on va dessiner un sapin de Noël. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, en tant que Super Bâton Man ou Super Bâton Woman, Super Bâton Boy, Super Bâton Girl, Super Bâton Dog, etc. Tous les super bâtons que vous voulez ou pouvez être, vous avez un super pouvoir qui vous permet d'invoquer des objets en bâton dessin, en lançant 2d6. Le premier d6 définissant le nombre de traits que vous pouvez utiliser pour créer votre objet. Le deuxième, le bonus qu'il génère. Donc Est-ce qu'on a même droit à des courbes? des courbes, oui. Mais après, c'est plus de la courbe un petit peu tordue. Ouais, parce qu'avec Voilà. des courbes, on peut, en un trait, je peux te dessiner quasiment tout et n'importe quoi. Du coup. Alors, du coup, ça va être de la courbe dans un sens et pas... voilà. D'accord, c'est une seule. Voilà. Une forme. Une à la fois. forme. Voilà. Il faut que ça soit Ah, carré au niveau des mécaniques, c'est important. disons que si tu as envie de faire un cimeterre plutôt qu'un sabre, tu vas faire un bâton un petit peu recourbé et une garde. Voilà. On joue quel type d'aventure dans ce jeu? Eh ben, on joue un petit peu ce qu'on veut parce que le jeu n'a pas vraiment d'univers à proprement parler, plus quelques idées de choses à faire ou à faire à son super bâton. Parmi ces exemples, nous avons le fait d'aller dans divers univers de bandes dessinées, de comics, de mangas,
afin de gérer toutes les emmerdes que les héros des BD ou des mangas n'ont pas réussi à faire. Par exemple, Superman, excusez-moi, Bruce Wayne est parti en vacances aux Maldives. Et pendant ce temps-là, il faut se battre contre contre le Joker qui est en train de foutre la merde à Gotham. Ce n'est qu'un exemple. Sachant que vous avez pu voir que j'ai 2 exemplaires physiques, l'un sur le thème de Noël, l'autre sur le thème d'Halloween, pardon. Du coup, chacun contient un petit scénario sur le thème. Mais du coup, quand Super Bâton va se battre contre le Joker, on est d'accord que Super Bâton va utiliser ses capacités d'homme bâton contre un Joker qui, lui, n'est pas un homme bâton. Exactement. À moins que... Mais oui, basiquement, le jeu joue avec le 4e mur. Complètement. Je me pose encore une question au niveau du système, hein. Quand tu dessines quelque chose, est-ce que tu es limité en termes de taille? Alors, pas vraiment en termes de taille, mais bon, tu as une fiche, tu as une feuille A4 qui te sert pour gérer un petit peu tout, pour faire la fiche perso, pour compter tes points de vie et pour faire tes dessins. Parce que du coup, si t'as Super Bâton qui se fait attaquer par une armée, il fait un rectangle géant, il écrase tout le monde. Je pense que la forme de l'objet, la taille de l'objet n'est pas régie par la taille de la feuille. Voilà. Si après tu as envie de dire, j'ai fait 4 à mon D6 pour le nombre de traits, je fais 4 traits et ça fait un immense bloc qui écrase tout le monde, la mécanique le permet. Voilà. Après, tu n'es pas obligé de prendre l'intégralité. Est-ce que Super Bâton, comme Batman, ne veut pas tuer? Oh, ça dépend, hein. Ça Parce dépend, c'est toi Super Bâton est un peu comme Punisher. J'ai envie de te dire 1, 2, 3, 4, 5 traits et un rond. En tant que personnage, il n'y a pas plus lisse comme mentalité. Ça, tu fais ce que tu veux. C'est quoi son origin story? Au commencement, il y avait une feuille blanche. Puis, Freux prit son crayon et fit un rond. Il s'est fait piquer par un crayon Puis un radioactif. deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Puis il fit un triangle. Et Freux vit que cela était bon. Et ainsi naquit Super Bâton RPG. Alors, en termes de psychologie, parce qu'on se demandait si c'était plutôt quelqu'un qui refuse de tuer ou plutôt un gros violent, moi, tel que je me l'imagine, moi j'imaginerais plutôt quelqu'un comme Jésus qui est totalement non violent, qui au contraire tend le bâton pour se faire battre. Par contre, est-ce que c'est un jeu qui se joue avec un seul joueur ou à plusieurs? Alors, c'est un jeu que je vais qualifier de traditionnel dans le sens où il y a un MJ et au moins un PJ. Le 1 MJ, 1 PJ se joue, 2, 3, 4, 5 PJ. Après, à partir de là, on peut faire toutes sortes de super bâton-man. Voilà, il n'y a pas obligatoirement de limite à ce niveau-là. On a une base, c'est plus une base mécanique, une base de logique vis-à-vis du héros, du protagoniste, du personnage que les joueurs incarnent chacun de son côté. Mais voilà, on peut jouer à 4 ou 5 joueurs, il n'y a aucun problème. Et du coup, si tu joues à plusieurs joueurs, est-ce que tu as une différenciation entre les personnages? Il n'y a à la base, non. D'un point de vue mécanique ou Sur un point de vue mécanique, non. En fait, le système en termes de résolution, c'est tu lances un D20. En dessous de 10, c'est raté. Au-dessus de 10, c'est réussi. Donc, basiquement, tu as quand même une liberté assez large à ce niveau-là. Le jeu ne s'est pas cassé la tête à créer 14 races, 25 classes, 300 sortes d'armes et d'armures, etc. Non, c'est juste, t'es un bonhomme bâton sur une case de bande dessinée et vite à vie. Il y a une utilité à ce que ce soit un des 20? Statistiquement, il y a une utilité vis-à-vis du bonus. En fait, c'est juste sur un plan stat. Quand tu lances ton dé à la base, donc t'as une chance sur 2. Mais vu que tu peux avoir un bonus lié à l'objet que tu crées, c'est en termes de statistiques, le D20 permet d'avoir une marge suffisamment large pour exploiter un bonus de plus D6. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Donc je vois que tu as déjà 2 éditions, il y en a combien en tout qui existent? Alors, à l'heure actuelle, il existe 3 éditions. La première, c'est l'édition standard,
que je n'ai pas. La deuxième, c'est l'édition Halloween. Donc la version standard était sortie, si ma mémoire est bonne, aux alentours de l'Octogone. Celle d'Halloween est sortie un peu après, en novembre. Et celle de Noël est sortie en janvier-février. Sachant que le jeu est gratuit en PDF, les 3 versions du jeu existent en PDF gratuit. Et la version RPG Noël est disponible gratuitement à l'achat, mais avec les frais de port à la charge de l'acheteur. Donc du coup, ça fait 5 € à peu près. Sachant que du coup, vous trouverez peut-être en description, si Xavi pense, les liens afin de pouvoir aller sur le Itch.io de l'auteur. Je le rappelle, le Itch.io de l'auteur, vous pouvez retrouver toutes ses créations, dont Bâton RPG et Nuit. Et Conan et Ninja contre Ninja. Est-ce que tu as des exemples concrets d'actions que notre super bâton peut faire parce que c'est un super bâton et qu'il ne pourrait pas faire s'il n'était pas un super bâton? Eh ben écoute, il y a des exemples. Hop, tac tac tac, c'est en page, je sais pas combien parce que la pagination n'est pas faite. Mais basiquement, oui, il y a des exemples. Bon allez, on va prendre un exemple extrêmement simple. Admettons, Super Bâton Man vient pour libérer la princesse qui est dans la tour du grand méchant, parce que au final, les aventuriers qui devaient aller la sauver, ben, ils sont restés à la taverne parce qu'ils étaient trop bourrés. Il arrive devant le château et il se dit, tiens, pour pouvoir rentrer, il faudrait que je puisse m'envoler, passer au-dessus du rempart. Et ben, pourquoi ne pas créer tout simplement une catapulte? Non, une catapulte, c'est peut-être un petit peu compliqué à faire. Du coup, pourquoi ne pas créer un lance-pierre, ou plutôt un lance-bonhomme-bâton? On va donc lancer 2d6. Ces 2d6 vont permettre de créer justement ce lance-bonhomme-bâton. Un lance-bonhomme-bâton, basiquement, il faudrait 5 traits pour le faire. Le V de la base, le droit pour le planter, et les 2 traits de l'élastique. Donc, on lance les 2 dés, et on fait 5 et 3. Le 5 ou le 3, en fait, on peut inverser. Une fois qu'on a nos résultats, on décide quel dé est assigné au bonus, quel dé est assigné au nombre de traits utilisables pour créer l'objet. On va utiliser le 5 pour les traits, vu que c'est ce qu'il nous faut, et on va assigner le 3 au bonus. On a donc notre magnifique lance-bonhomme-bâton. Super bâton RPG, Super bâton man se met dedans, tire et lance un des 20. Le but étant de faire 10 ou plus. Manque de bol, sur son D20, il a fait 9. Or, il utilise un objet qu'il a créé, qui lui donne un bonus de 3, vu que le dé du bonus était de 3. Donc il fait 9 plus 3, 12, au-dessus du seuil de difficulté de 10, et bim, Super bâton RPG, Super bâton man s'envole au-dessus du château. Et atterrit directement. Ben non, il n'a pas fait un résultat suffisamment haut. Du coup, il va juste passer au-dessus de la muraille. Donc en fait, concrètement, Super Bâton Man, c'est une version minimaliste de Green Lantern. Bah, l'exemple En que tu fait, donnes, ça marche d'une certaine manière. Oui, on peut le considérer comme tel. On peut le considérer comme tel. Même si j'aimerais le qualifier avec un autre personnage de comics, mais j'arrive plus à me rappeler du tout de son nom. Mais oui, basiquement, on pourrait le qualifier de Green Lantern. Mais un Green Lantern qui n'a pas la faiblesse à la couleur jaune, ou au jaune, ce qui est déjà une bonne chose, et qui est quand même beaucoup plus limité au niveau de la création de ces objets, parce que ces objets ne font qu'un certain nombre de traits. Mais oui, basiquement, c'est plus ou moins ça. Dans l'idée, ça me fait un peu penser, alors c'est différent, mais dans le jeu méta avec le format bande dessinée, ça me fait penser à une série de bande dessinée qui est excellente, que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Imbattable, dans lequel on a un super-héros de bande dessinée qui utilise le fait qu'il est dans une bande dessinée. Est-ce que Super Bâton Man peut utiliser le fait qu'il est composé de bâtons pour se faufiler sous les portes?
Basiquement, le jeu repose sur un D20, donc pour résoudre à peu près toutes les actions. Et du coup, Est-ce il est que en 2D le ou en 3D? MJ, les caractéristiques physiques de Super Batonman sont encore un mystère pour nous? Dans Après, là, 5D, tu peux pas lutter. ça va être vraiment à l'interprétation du meneur. Personnellement, moi, si j'ai un joueur qui me dit je suis un personnage en 2D, je me glisse sous, sous une porte ou dans un interstice, moi, personnellement, je laisse faire. Il n'y a pas de problème, je ne ferai pas lancer de test. Après, peut-être qu'un joueur, un MJ, estimera que le personnage est plus en 3D ou estimera qu'il faut quand même faire un test. Là, c'est vraiment à l'appréciation du meneur. C'est plutôt un jeu qui est prévu pour des sessions courtes ou on peut quand même faire une grosse session de 4 heures avec ça? Il existe-t-il vraiment des jeux courts qui ne peuvent pas être adaptés en session de 4 heures? Existe Run Die réellement des Repeat. jeux de 4 heures? Ah, Run Die Repeat Ah, tu peux prolonger. Tu peux Non, prolonger, mais en non, arc. le but du jeu, c'est de réussir à finir avant le timer. Donc, Je nope. sais. Mais pour le coup, non, Super Baton RPG, si tu as envie de faire un gros scénario, avec un seul joueur, ça me semble un peu dur. Typiquement, avec un joueur, tu fais une partie de 1 heure et demie, et c'est plié. Avec plusieurs joueurs, je pense que la partie de 4 heures, 4 heures, 4-5 heures est largement jouable. Et est-ce que c'est prévu dans la note d'intention ou est-ce que l'auteur a plutôt pensé son jeu pour donner des... Niveau note d'intention, je crois que le jeu a été plutôt voulu pour faire des parties un peu courtes, de base. Mais après, là, c'est vraiment... la partie longue est plus sur mon appréciation du jeu, du système et de la mécanique. Quoique, oui, en plus dedans, tu as un scénario. Donc, pour moi, le jeu est pensé pour des parties courtes. Mais c'est largement possible de faire des parties longues. En fait, ça va dépendre si tu fais... si tu fais intervenir Super Bâton RPG dans une bande dessinée réelle, qui a un petit peu le speech, l'idée, le concept, tu risques pas de passer 5 heures à empêcher le Joker, je garde cet exemple, de faire des conneries. Ça, tu vas le faire en 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, en fonction du temps que tu mets à trouver des solutions aux problèmes. Après, pour un scénario qui est pensé et voulu pour durer plus longtemps, je pense qu'il y a moyen justement de faire durer la partie 3-4 heures. Pour le scénario de la version de Noël, euh, c'est un boss rush. Donc il y a 6 boss à battre. Et battre 6 boss, allez, ça va être d'une demi-heure, 3 quarts d'heure par boss. Enfin, quand je dis battre, c'est trouver les moyens de les vaincre. Ça fait une partie de 3-4 heures. Est-ce que le jeu est plus rigolo si on est nul en dessin? On s'en fout. En fait, à partir du moment où tu es sur des bonhommes bâtons, le fait de savoir bien dessiner ou mal dessiner, l'important c'est juste de réussir à justifier ce que tu as fait avec tes 1 à 6 traits de bâton. Voilà. C'est juste ça. À partir du moment où tu arrives à justifier ça à ton MJ, franchement, on va être nul en dessin pour Est-ce pas qu'il réussir faut à que tu dessiner un truc en dises mode de ce bâton. que tu vas dessiner avant de lancer les dés ou tu peux deviner après en fonction ou tu peux choisir après une fois que que tu sais Je combien crois t'as de que traits? je crois que tu peux choisir après avoir lancé les dés. Tu choisis après avoir lancé les dés. Ça me paraît plus logique, mais je Pour préfère. le Oui, coup, d'accord. moi j'ai pris un exemple, direct afin de pallier. Enfin, dans l'exemple, j'ai choisi directement l'objet avant de faire le lancer de dés. Mais voilà, après oui, tu décides après avoir lancé les dés. Si on veut obtenir un destroyer impérial, est-ce qu'on peut juste dessiner une caisse et dire que le destroyer impérial est dedans? Non, non, il faut que tu le dessines. Bon, après, il faut faire un losange pour un destroyer impérial. C'est pas tout à fait faux. Ou alors tu précises que c'est un destroyer impérial de Schrödinger. Et dans ce cas-là, ça peut se justifier. Quoique Du tu coup, il est bien remarqueras, vivant, ton Destroyer Impérial. quoique tu remarqueras que tu ne peux pas faire une boîte avec 6 traits. Je te fais un rectangle et c'est une boîte vue du dessus. C'est un tapis sous lequel il y a ton Destroyer Impérial. Ah là, je sais pas, pour le coup. Mais non, pour le coup, il faut vraiment que l'objet, l'élément soit bien dessiné. Enfin, quand je dis bien, c'est bel et bien dessiné et non bien au sens
qualitatif. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la suite de la gamme? Alors, à l'heure actuelle, pas ma connaissance, mais vu le concept de sortir des petits livrets comme ça, je les vois très bien revenir à la charge avec, je dis n'importe quoi, Super Bâton RPG à la plage ou Super Bâton RPG sur un thème en particulier. C'est pas fermé pour le coup. Pour le coup, ça me semble pas déconnant qu'il y ait des suites. Mais le système en lui-même est arrêté. Hein, il est droit, carré, fonctionnel. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Ce sera plus des petits scénarios qui vont s'ajouter via une mise à jour de la charte graphique du livret. À mon avis, s'il y en a d'autres. Du coup, moi, je vais vous parler de RuneQuest, hein, ce jeu dont vous n'avez peut-être pas entendu parler si vous vivez dans une grotte. Je pense qu'il a été éclipsé par la popularité de Super Bâton Man. Ouais, il y a des chances. Du coup, RuneQuest, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des héros à une époque qui est assez mythique, qui est très mythologique, dans un univers qui est très fouillé, très décrit, et ouais, justement avec un aspect divin très présent. Est-ce que c'est un jeu récent? Alors oui et non. La mouture en question donc, que je viens de vous présenter, qui est RuneQuest Role-Playing in Gloranta, ou RuneQuest Aventure en Gloranta, et techniquement c'est la 7e édition, même s'il n'y a pas vraiment de numérotation officielle. Elle date de 2018 pour la version anglaise et de 2020 ou 21 pour la version française. 21 je crois. Ça dépend si tu tiens compte de la sortie du PDF ou de la sortie du physique. Ouais, mais je crois que c'est 2021 si ma mémoire est bonne. Parce que physique, je crois que c'est 22 même. Ouais. Sauf que ça, c'est la dernière édition, et à l'origine, c'est un jeu qui est sorti en 78 par deux personnes qui se sont dit, bon, du coup, pour lancer notre jeu, on va monter notre boîte, et cette boîte, c'est Chaosium, que vous connaissez super. peut-être. Mais entre-temps, je vous laisse vous renseigner, c'est assez intéressant. Il y a tout un bric-à-brac sur des problèmes d'édition, etc., avec le temps. Ce qui fait que le jeu est sorti sans l'univers est sorti sans le jeu, et du coup, c'est un bordel au niveau de l'édition. Même pour s'y retrouver. Est-ce que cette dernière version, du 30 ans après, apporte quelque chose de plus comparé à la version de base, même 40 ans après? Bah, comparé à la version de base, hein, c'est le bouquin dans lequel l'univers est le mieux lié au système de jeu. Que ce soit dans la création de personnages ou dans les règles intrinsèques. Et notamment, il y a une particularité qui est tirée de Pendragon, qui est rajoutée du coup dans cette édition-là, qui est du coup la mécanique des passions et des runes, qui est quelque chose que tu vas soit utiliser pour booster un jet, en disant bah voilà, ma haine envers le clan que je suis en train de combattre actuellement va me pousser à améliorer ma compétence de combat ou de sarcasme ou je ne sais quoi. Ou pour les runes, par exemple, j'essaie de courir plus vite et du coup ma rune de l'air va m'aider à courir tel le vent dans les plaines. Sachant que c'est une mécanique à double tranchant parce que le maître de jeu peut l'utiliser contre les joueurs, vu que c'est quelque chose qui définit le personnage. Du coup, au niveau des parties, on est quand même sur quelque chose d'un peu héroïque, mythologique, plus près du conte, ou on est sur de l'aventure pure et dure Ça va dépendre des scénarios que vous allez faire, mais généralement il y a toujours un aspect divin mythologique qui va ressortir du truc. Il y a tout le monde est très magique, très mystique. Et du coup, il y a toujours dans les scénarios officiels, il y a souvent cet esprit-là qui ressort. Niveau système de jeu, vu que tu as parlé de Chaosium, ça se joue au dessin? Oui, ça se joue au dessin, et d'ailleurs c'est le jeu pour lequel a été inventé le BRP. Je suis en train de me dire que il ne faut pas prendre Cthulhu et adapter, mais prendre RuneQuest et adapter. Ouais. Mon Dieu. D'ailleurs, c'est un système qui s'est construit en opposition à Donjons et Dragons, parce que du coup, Donjons et Dragons, c'était un peu trop épique, un peu trop facile, et là, ils voulaient quand même un truc un peu plus terre à terre, dans lequel tu joues des héros, mais des humains quand même, malgré tout.
Non, ça me semble assez antinomique le fait de vouloir d'enlever un côté épique à un système pour un jeu qui se veut mythologique et qui, au contraire, la mythologie c'est over the top. C'est Mm. Jason, Hercule, les demi-dieux, c'est pas des gens qui réussissent à tuer un rat une fois sur Alors, trois. oui, que ce soit clair, tu joues pas le péon du coin, mais tu joues. Mais en fait, t'as à peu près une puissance qui est équivalente à un personnage de Donjons et Dragons. Mais disons que en termes de coups que tu subis, tu vas pouvoir prendre beaucoup plus dans ta tronche qu'un personnage de donjon. C'est-à-dire il n'est pas exclu que tu te fasses couper des morceaux au fur et à mesure de ton aventure, même si c'est pas extrêmement grave dans cet univers. Just a scratch. Voilà. Ça se recolle assez facilement. Est-ce que du coup, c'est un univers qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir vraiment y jouer et l'apprécier? Je pense notamment comme un Vampire la Mascarade où si tu connais pas l'univers, oui, tu peux jouer, mais ça aura pas du tout la même saveur. Ou ça reste quand même un jeu qui est bien pour découvrir le jeu de rôle, entre guillemets. Et même si tu connais rien du tout à son univers. Non, alors non, c'est quand même vachement mieux d'avoir au moins des notions de l'univers, de l'ambiance qui se veut se dégager. Par ailleurs, au niveau de l'univers, c'est un jeu qui a dans sa gamme une spécificité que je trouve assez particulière. C'est que est sorti également ce livre qui est un supplément uniquement dédié à l'univers du jeu, qui ne contient aucune notion de règle. Et dans l'édition précédente est sorti un livre qui est intradigétique. Ça devrait être plus courant dans les jeux. Alors, étant donné que tu faisais le comparatif avec Donjons et Dragons, est-ce que c'est également un jeu qui prend plus de saveur quand il est joué sur de la campagne, sur du long terme, avec du développement de personnages, ou on est quand même plus sur un jeu qui va être orienté sur des sessions, on va dire, courtes, avec des petites épreuves épiques? Les deux fonctionnent, mais c'est clairement un jeu qui est pensé sur de la campagne, pensé pour que ton personnage développe des relations avec des tribus, avec des clans, avec d'autres personnages, développe ses passions, ses amours, ses haines, etc. Et aboutir à une saga et faire grandir ton personnage jusqu'à ce qu'il devienne le héros qu'il est censé devenir. Du coup, est-ce qu'il y a un objectif final à atteindre, on va dire l'équivalent d'un niveau 20 sur Donjon? Alors j'ai pas lu la question de la montée de niveau, mais si je dis pas de bêtises, il me semble pas. Mais tu as quand même une limite en termes de temps parce que dans l'univers du jeu, il y a la guerre des héros qui est censée advenir, qui est le prochain événement apocalyptique qui va rebattre un peu les cartes de l'univers, et les personnages que vous incarnez sont censés y prendre part. Donc on sait qu'il y a des quêtes, on sait qu'il y a des runes, il y a de la magie dans l'univers, ou c'est un truc plus low fantasy? Il y a de la magie, non, c'est pas du tout du low fantasy. Il y a de la magie, il y a qu'on s'appelle des esprits avec lesquels tu peux communiquer, faire des offrandes, etc. Du chamanisme. Il y a également ce qu'on appelle la magie runique. C'est en gros ton personnage va vénérer un dieu, et en fonction en fait, tu vas te mettre dans la situation du dieu en question. C'est-à-dire tu vas refaire ses actions, etc. Et en te connectant au dieu par cette manière-là, tu vas pouvoir créer un parallèle entre toi et eux et utiliser les pouvoirs des dieux en question. Ouais, tu as dit qu'on en était à la 7e version du jeu. Oui. Au niveau fluff, est-ce qu'on est obligé de se taper les 16 versions précédentes ou... Pas du tout, non. Ou est-ce que tout est bien compilé dans cette nouvelle version Alors, tout est très bien compilé. De luxe tout est très bien compilé. Et même par ailleurs, je trouve que c'est mieux de partir de cette version-là parce que ça évite de partir. Enfin, surtout pour la 3e édition française. Disons qu'éditorialement c'est compliqué parce que la plupart des événements se passent dans une région du monde et il n'y a pas le supplément pour la région du monde en question sorti en France. Sérieusement, oh là là. Donc du coup, je vous conseille plus de partir sur cette version-là qui est beaucoup plus concise d'ailleurs.
est beaucoup plus condensé et plus focus sur les trucs importants. Parce que du coup, sur une quest, est-ce qu'on est sur un jeu à gamme? Est-ce qu'on va être obligé de s'acheter les 14 suppléments à venir au cours des Ben, 5 prochaines années, histoire de pouvoir jouer correctement au jeu? Ou est-ce que là, on est sur quelque chose de suffisamment montré pour pouvoir dire, ok, j'ai acheté ça, je peux jouer. Et alors, éventuellement prendre la reste après. au niveau de la gamme actuelle, de ce qui est sorti en France et de ce qui est sorti en Angleterre, c'est quasiment que des scénarios. Donc il y a une campagne qui me semble-t-il exclusive à la version française, et que des compilations de scénarios. Et un supplément sur la magie qui permet d'avoir une autre vision de la magie du monde. D'accord, oui. Donc. Alors, c'est un jeu qui, à l'origine, date de 1978, as-tu dit, et donc qui s'inscrit vraiment dans l'histoire du jeu de rôle, quasiment depuis son commencement. Est-ce que le jeu reste totalement unique en son genre et atypique, ou est-ce qu'il a pu, en tant que grand ancien, inspirer d'autres jeux qui sont venus par la suite? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a des héritiers directs. Au niveau du système, le système, c'est le système des 100 que l'on retrouve à peu près partout maintenant. Malheureusement. Prends une quest et tu adaptes. Ouais, voilà. Donc Cthulhu n'aurait pas cette forme-là sans RuneQuest. Il existe des clones, il me semble que c'est OpenQuest, des clones libres de droit qui ont été refaits et compilés par des gens. Mais déjà après, je trouve que ce côté antiquité fantasy, parce que du coup, c'est au niveau de l'univers, c'est plutôt âge de bronze. C'est quelque chose que il me semble pas que je l'ai précisé. C'est quelque chose que je trouve plutôt assez unique, plutôt rare dans le jeu de rôle. Mais par ailleurs, il y a pas mal de monde qui ont bossé sur une quest et qui se sont retrouvés sur d'autres projets et qui du coup ont influé un petit peu d'autres œuvres avec cette ambiance-là. Notamment un certain Ken Rolston qui s'est retrouvé à être lead designer de Elder Scrolls. Quel type de menaces combattent nos grands héros héroïques dans RuneQuest? Ça dépend qui vous jouez, parce que il y a plusieurs nations. Et du coup, pour ces différentes nations, les autres sont plutôt des antagonistes. Donc si vous jouez des gens de la passe du dragon, des Sartarites, ça va être plutôt l'envahisseur lunar, la personne qui veut venir t'écraser dans un simili empire romain, avec ses forces maléfiques du chaos qui viennent se déverser vers le monde. Et du coup, si tu joues plutôt du côté lunar, tu vas apporter la civilisation envers ces barbares que tu... Les États-Unis. Un petit peu. C'est très romain dans l'esprit, donc... Après, la menace reste très humaine dans le... quand même. Oui, après, il y a quand même des anciennes divinités qui peuvent se réveiller et foutre la merde. Il y a le chaos qui peut émerger dans le monde et foutre la merde, etc. Il peut y avoir des menaces qui sont quand même assez cosmiques. Du coup, quel est le statut des personnages qu'on joue? C'est des héros reconnus par là où ils vivent, ou ça reste des personnages Alors, presque lambda qui doivent faire leurs preuves? c'est des héros qui sont reconnus, c'est des gens qui ont déjà un passé. En fait, dans la création de personnages, le personnage a à peu près 4 ans d'aventure derrière lui. Déjà à la création. Il a déjà participé à des batailles, il a déjà participé à une guerre forcément, mais il a déjà mené des aventures. Tu as dit qu'il y avait une inspiration romaine, je pense que tu parlais spécifiquement des lunars. De l'Empire lunaire, tout à fait, ouais. Est-ce que... C'est romain babylonien dans l'esprit. D'accord, en fait justement c'était un peu la question que je me posais, c'est quand tu parles de mythologie, est-ce que le jeu est inspiré de plein de mythologies à travers le monde, ou est-ce que c'est plus spécifique aux mythologies qui nous sont familières, à savoir grecques et romaines, ou est-ce que c'est juste le genre mythologique, comment dire, les traits mythologiques, mais avec un univers qui
un ensemble de mythes qui est complètement différent. Alors c'est inspiré de beaucoup de mythologies différentes. Il y a un côté un peu hindou pour certaines, un peu celte pour d'autres, un peu du coup romane, grec, nordique pour certaines. Et du coup, de par les mélanges qu'il peut y avoir, ça peut créer des choses un peu plus originales. Par ailleurs, par rapport à ça, c'est un univers qui fourmille de dieux. C'est-à-dire que dans le bouquin de base, il y en a 25, 20 à 25 dans ces eaux-là. Dans le supplément de Gloranta, il y en a une centaine qui sont nommés, je crois. Et dans le gros, parce que du coup, il existe un énorme atlas qui est sorti qui décrit quasiment tout ce qui a été énoncé sur le monde en question. Il y en a, je crois qu'il y en a 200, 300. Et par ailleurs, c'est pas des dieux qui sont spécifiques. Enfin, c'est des dieux qui sont spécifiques aux différentes nations. Mais en tant que, par exemple, en tant que Lunar, je sais que les dieux que vénèrent mes ennemis, c'est des dieux qui existent. C'est pas des dieux que je vénérais dans mon panthéon, mais je sais qu'ils existent. Mais du coup, est-ce qu'il y a une notion de cosmogonie et de création de l'univers par un panthéon? Parce que je veux bien que les dieux des autres panthéons existent, mais si l'univers a été créé par tel panthéon, il n'a pas été créé par tel autre panthéon. Sauf à considérer que ce sont les mêmes dieux, mais qui portent des noms différents. Alors, il y a un petit côté comme ça. Il y a des dieux qui portent plusieurs noms, qui sont interprétés de manière différente et qui apparaissent de manière différente en fonction des personnes qui les invoquent. Mais globalement, l'univers a été créé par un panthéon et les dieux qui existent à l'heure actuelle sont plutôt de la deuxième, troisième, quatrième génération de dieux. Parce que du coup, il y a, comme dans beaucoup de mythologies, il y a des dieux qui fricotent ensemble et qui du coup ont des descendances. Tu parles de génération de dieux, ce qui veut dire que les anciennes générations sont mortes? Elles ne sont pas mortes, mais de par c'est des dieux qui sont très. En fait, les premiers dieux sont des incarnations directes des runes, en gros. D'accord. Et de par ce fait-là, c'est des entités qui sont un peu dépourvues de conscience. Et du coup, pour communiquer avec elles, c'est très compliqué, voire impossible. Et il y en a certains qui se sont détachés du monde volontairement aussi. Et d'autres qui sont morts. Et d'autres qui sont revenus après ça. Si j'ai envie d'y jouer, mais que j'ai pas de thune, t'as une solution pour moi? Alors, il y a beaucoup de données sur le net, sur l'univers. Et au niveau du système, il y a, je crois que c'est OpenQuest, si je dis pas de bêtises. J'essaierai d'envoyer le lien romain que vous pourrez peut-être trouver en description, qui est entièrement gratuit et entièrement open source. Et par ailleurs, il y a un starter kit qui devrait sortir en France d'ici le courant de l'année ou l'an prochain. Et qui est déjà disponible en anglais sur le site de Chaosium. Les dieux se manifestent directement dans le monde ou juste ils donnent des petits bonus, des petits coups de pouce à leurs champions? Les deux. Il y a des dieux qui sont présents physiquement et qui mènent des armées, par exemple. L'Empire lunaire est dirigé par un dieu, par exemple. Et c'est ses enfants qui sont également des divinités qui mènent les armées de l'Empire. Mais les dieux peuvent également octroyer des pouvoirs à leurs protégés.